Ancien ministre, sénateur, président de l'Association des maires de France, François Baroin est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc, pour ce rendez-vous de Public Sénat et de l'AFP. Perrine Tarnaud vous interrogera, vous qui avez été en poste à Bercy, François Baroin, sur l'état de l'économie et bien sûr sur le nouveau revers gouvernemental sur le front du chômage. Mais quelles seraient vos propositions? Guillaume Daudin reviendra, lui, sur la création des Républicains à la tête de l'Association des maires de France, une organisation pluraliste et même, on peut le dire, consensuelle. Est-ce que vous jugez que les socialistes ont abandonné, abaissé la République selon l'attaque violente de Nicolas Sarkozy? Mais il y a d'abord un drame dans l'actualité. En Lozère, l'ancien maire de Marvejols, Jean Roujon, s'est pendu. Il n'a pas supporté qu'on lui impute une dette abyssale de 13 millions d'euros. Quelle est votre réaction? Beaucoup d'émotions et une infinie tristesse. Nous avons, au titre du bureau de l'Association des maires de France, présenté nos condoléances à la famille. Chaque vie a son secret, naturellement. Et il est très difficile d'interpréter un geste d'une mort voulue, ce qui a été la décision de cet homme que je ne connaissais pas, qui est un élu qui, semble-t-il, s'est battu avec beaucoup de constance et beaucoup de passion pour sa commune, qui a fait ce qu'il pouvait, certainement dans des conditions difficiles, comme pour beaucoup de communes de France. Et puis, il faut être solide et accepter les critiques comme on doit être en situation de le faire. Parfois, certains ne le peuvent pas. Et parfois, les critiques sont peut-être trop violentes, parce que cet ancien élu, qui avait été maire pendant 19 ans, avait dû subir un audit public, hein, il y a tout juste 2 semaines. Est-ce que parfois, les invectives sont trop violentes dans ce genre de situation? Il faut encore... une vie appartient à celui qui a décidé d'y mettre un terme. Et donc, je crois qu'il faut se garder de tout amalgame. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a exprimé en avance son geste. Quelques heures avant. À raison de la douleur insupportable pour lui d'assumer des critiques, des colibets. C'est un métier difficile que d'être maire. Il y a plus de 40% des élus qui ne se sont pas représentés au cours des dernières municipales. Il y a une nouvelle vague d'élus qu'il faut encourager et ne pas désespérer dans un contexte qui est très difficile, puisque au fond c'est le coin de la rue, c'est la pression, c'est la difficulté de la crise au quotidien. Après, il faut faire des choix, assumer ses responsabilités, essayer de défendre l'intérêt général. Et il faut rendre hommage à cet élu qui, pendant effectivement près d'une vingtaine d'années, a défendu l'intérêt général. Alors, on connaît la colère des maires actuellement. D'ailleurs, vous êtes leur porte-voix, nous en parlerons bien sûr. Mais on découvre aussi parfois leur désespoir. Vous pouvez confirmer cela? Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'études, d'opinions et beaucoup de remontées, mais il suffit de voir au moment du renouvellement. Je vous disais à l'instant qu'il y avait plus de 40% des maires qui ne s'étaient pas représentés. Ça, c'est découragement, mais là, des situations de désespoir. Oui, découragement, sentiment d'abandon, sentiment du fait qu'il n'y a pas assez de soutien de la part de celui, c'est-à-dire l'État, qui confie un certain nombre de responsabilités sans forcément donner les moyens. Et puis il y a toujours l'espoir au moment d'une campagne électorale de montrer qu'il y a un chemin derrière et qui sera peut-être un peu plus lumineux. Et puis ensuite, on est confronté à des réalités. Bien sûr que c'est un métier difficile. C'est un métier difficile. Mais ce sont des gens passionnés, les maires sont des gens passionnés, qui vivent en plus aussi très très mal cette espèce d'ambiance alimentée par des think tanks ou des experts bruxellois ou des gens qui ne comprennent rien à l'histoire de notre pays. Vous savez, l'histoire d'un pays est dans sa géographie. La géographie de la France est aussi issue de la Révolution française. Et quand on a créé les communes, c'est parce qu'il y avait des rassemblements de population et d'habitants dans les paroisses, dans les bourgs. Et ces communes se sont constituées... là, ceux qui veulent baisser les dotations budgétaires, ceux qui veulent réduire le nombre de communes, on dit qu'il y en a trop dans notre pays. Non, mais par exemple, les formules un peu creuses et faciles, sous forme de slogan, les maires refusent de se serrer la ceinture. Les maires le vivent très mal, parce que les maires ne sont que les représentants de l'intérêt général. C'est pas les maires qui refusent de serrer la ceinture, c'est les populations et les administrés qui vont être soit des contribuables et qui vont voir leurs impôts augmenter, soit des usagers de services publics et qui vont voir des services publics s'abaisser, soit des chefs d'entreprise qui vont avoir des investissements publics en moins alors qu'ils l'attendent. C'est un ensemble. Lorsque l'on dit, au fond, les maires... je crois que la soupe est bonne, ils s'en mettent plein les poches, regardez leur palais, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il faut réduire les déficits? On va y revenir certainement. Parce qu'il y a une dette globale. Quelle est la responsabilité des maires dans cette dette? Elle est de 4%. 80% c'est l'État. Ça, c'est vraiment le prix la fourchette très basse, parce qu'au gouvernement, on évoque un chiffre un peu plus élevé, hein, quand on impute la responsabilité des uns et des autres. 9,6%, ces chiffres sont implacables, ils sont même ceux de la Commission de Bruxelles, ils sont ceux de la Cour des comptes, ils sont incontestables, parce que ce sont des chiffres mathématiques et très simples. Vous avez une dette qui fait 2000 milliards, vous avez un niveau de déficit, vous avez des sources de dépenses publiques. La plus grosse source de dépenses, c'est la sécurité sociale, elle est à 680 milliards. La deuxième, c'est l'État, elle est autour de 300 milliards. Et puis la plus petite source de dépenses, c'est les collectivités locales, elle est à 230 milliards. Et dans les chiffres des dettes, 80% c'est l'État, 9,6% c'est les collectivités locales. Et à l'intérieur des 9,6% de collectivités locales, le bloc communal, c'est-à-dire les maires et
les établissements publics, c'est 4%. Alors c'est sur eux Donc, notamment que ça exerce une pression aujourd'hui de la part du gouvernement François Baroin. Mais j'aimerais qu'on revienne sur l'ancien maire de Marvejols justement, puisque dans son ultime défense, donc quelques heures avant son geste fatal, il est allé rencontrer un confrère de la Lozère Nouvelle. Et j'ai vu les déclarations. vous avez vu, il a évoqué la baisse des dotations publiques. Donc on le sait, vous le rappelez, là c'est une situation à laquelle tous les maires de France sont confrontés. Donc faut-il s'inquiéter pour eux, pour ceux qui sont parfois à bout? Il faut bien voir que la campagne des municipales lors du renouvellement l'an dernier s'est effectuée dans un contexte à volume constant. C'est-à-dire que nous n'avions pas les informations sur la lettre que Paris allait envoyer à Bruxelles pour tenir son engagement de réduire les déficits publics en 2017. Donc l'immense totalité des maires ont fait campagne sur un certain nombre de propositions, de programmes, notamment de ne pas augmenter les impôts. Je ne vois pas un maire qui ait fait campagne et qui ait été élu sur une augmentation de la pression fiscale, et puis sur toute une série de propositions. Quelques semaines plus tard, la copie est partie à Bruxelles, et c'est ça qui a fait hurler les maires lors du congrès où j'ai pris la présidence. C'est qu'il y a eu un sentiment évidemment d'avoir été dupé pour une large part, et ça s'ajoute à un contexte supplémentaire où avec l'affaire des rythmes scolaires, ça a coûté 1 milliard, où les pauvres maires se sont retrouvés à organiser comme ils le pouvaient ces dispositifs de proximité, en embauchant des gens, et en plus on leur reproche d'avoir augmenté les charges de fonctionnement. À un moment, il faut dire stop. Et moi, je suis effectivement le porte-parole de maires qui sont des responsables, mais qui ne laisseront plus dire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle Vous allez hausser le ton. Et nous allons surtout rétablir la vérité et la réalité des chiffres. Et je vais essayer d'aider ce gouvernement et l'État dans ces négociations internationales et bruxelloises pour faire comprendre que la disparition de l'investissement public dans les 2 prochaines années sera un drame supplémentaire. Certainement pour les élus qui ne pourront pas tenir leurs engagements, mais aussi pour le tissu économique. Notamment pour le BTP, bien sûr. Mais quel message, par exemple, aujourd'hui, vous adressez aux maires des 1500 communes qui vont basculer dans le rouge d'ici la fin de l'année, hein? Quel message? Que doivent-ils faire? Alors, je rappelle qu'en plus, on a une règle d'or comme maire. Nous, on ne peut pas, contrairement à l'État, emprunter de l'argent pour financer du fonctionnement. Savez-vous, par exemple, que 20% des retraites sont financées par l'emprunt? 10-15% des boîtes de médicaments qu'on consomme chaque jour sont financées par l'emprunt. Un maire, une collectivité publique, mais un maire ne peut pas emprunter de l'argent pour financer ses fonctionnaires, pour financer le train de vie. Donc il ne peut pas y avoir de déficit. Et quand il y a un déficit, que se passe-t-il? L'État reprend la main sur la commune et c'est lui... Donc la solution pour eux, c'est de s'en remettre à l'État. Au final, c'est la loi et c'est le préfet qui met sous tutelle et qui décidera en lieu et place de gens qui ont été investis du suffrage universel direct d'augmentation d'impôts, par exemple. Alors vous avez déjà commencé à hausser le ton, notamment en vous adressant directement à Manuel Valls, le Premier ministre vous a reçu la semaine dernière. Et il a annoncé un fonds de soutien d'1 milliard d'euros. Est-ce que ça peut justement sauver une partie de l'investissement public des communes, cette somme? Aujourd'hui, c'est en tout cas le début d'une prise de conscience qui n'est, à mon avis, qu'au prélude d'un mouvement qui sera plus large et qui est inévitable pour l'État. Je pense que ça interviendra l'année prochaine. Je ne vois pas comment le gouvernement et le président de la République, à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, ne se retrouvera pas au pied du mur. Ah bon, donc Manuel Valls n'est pas si autoritaire que vous l'avez prétendu, alors il vous a entendu. Il a été élu local, j'ai essayé de réveiller sa mémoire, et il n'est pas complètement amnésique, il a compris le rôle et la place des collectivités locales, il le sait, mais il n'est pas responsable de la copie qui a été envoyée à Bruxelles, ça a été fait par son prédécesseur. Il gère une situation qui est extrêmement complexe aussi, puisque l'État a besoin de relancer l'activité économique, que dans les 2 moteurs de l'activité, vous avez la consommation et vous avez l'investissement. À l'intérieur du bloc d'investissement, vous avez le privé, aujourd'hui il est atone. Peut-être qu'il y aura des meilleures intentions en fin d'année. Et vous avez le public. 70% du public est porté par les collectivités locales. Et à l'intérieur de ces 70%, plus de 60%, c'est les communes. Donc c'est un mouvement. Le milliard, puisque vous me posez la question, il est flou, il n'est pas détaillé. On ne sait pas si ça concerne ce qui était l'intention initiale du gouvernement, des communes en difficulté. Clairement, les communes en difficulté, elles vont essayer d'avoir la tête au-dessus de l'eau. Elles ne vont pas investir, donc ça ne répond pas au problème de l'investissement. Donc il faut revoir la copie. Et le milliard, ça ne représente que l'équivalent de la somme à payer pour l'aménagement des rythmes scolaires. D'accord, donc oui, ça vous ne peut l'aviez évoqué tout à l'heure. donc ça ne peut qu'effacer, au fond, la hausse des normes, parce qu'il faut aussi parler de ça, qui coûte très très cher. Oui, alors plusieurs questions. Est-ce qu'il faut redouter une hausse généralisée des impôts locaux? Oui ou non? On a remis une copie, une étude très très objective, puisque ça repose sur les budgets qui ont été votés. Pour l'exercice 2015, 65 à 68% des maires n'ont pas voulu augmenter les impôts. Mais ce qui veut dire que vous avez plus de 30% des gens qui ont voulu augmenter les impôts. Ce mouvement va certainement
être revisité à la hausse pour l'année prochaine parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. Mais la situation la plus préoccupante pour la gestion des communes, c'est l'autofinancement qui va se dégrader à une vitesse phénoménale. Qu'est-ce que l'autofinancement? Ce sont vos économies. Vous avez de la trésorerie, ça vous permet de négocier avec votre banquier, vous avez un point d'appui, vous avez un effet de levier, donc vous mobilisez de l'investissement. Les 1500 communes dont nous parlons, celles-là, elles sont déjà dans le rouge. En réalité, c'est autour de 5000 qui vont basculer dans un autofinancement négatif. En 2016, ce sera une accélération et en 2017, la quasi-totalité des communes, je dis bien la quasi-totalité des communes de France, ne sera pas en situation... Donc, et la quasi-totalité des communes augmentera les impôts alors? Soit augmentera les impôts, soit continuera à faire des économies, soit effondrera l'investissement, soit saccagera les services publics, fera des choix terribles. C'est un scénario noir et nous n'acceptons pas non plus le discours qui consiste à dire que l'on crie avant d'avoir mal, parce que en dehors de cette feuille de route qui est tracée et qui n'est pas juste, qui est injuste et qui est inefficace sur le plan économique, il y a toutes les normes qui sont additionnées, qui coûtent évidemment très cher, et tout cela aura un effet récessif. Et on estime entre 60 000 et 80 000 emplois l'année prochaine dans le bâtiment et les travaux publics menacés de disparition, soit 1/5 des gens qui travaillent dans le secteur. Est-ce que l'on se rend compte de ce qui est en train de se dessiner? Aujourd'hui, le Sénat a voté la loi NOTRe sur les compétences des collectivités. Est-ce que vous redoutez le dernier mot qu'auront les sénateurs sur la place des communes à l'avenir? Oui ou non? Je ne redoute pas le dernier mot qu'auront les sénateurs, parce que le dernier mot, malheureusement, appartiendra aux députés. Le dernier mot des sénateurs, pour l'instant, est plutôt bien. Il a repris nos revendications. Le dernier mot des députés, donc à l'issue des discussions. Mais saluons le travail du Sénat, et notamment de cette majorité sénatoriale, qui a entendu le message porté par l'AMF, la suppression du seuil des 20 000 pour l'intercommunalité, la suppression de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires, parce que ça, c'est la mort des communes. Donc ça, nous ne voulons pas la mort des communes. Nous avons des engagements de la part du gouvernement. Si d'aventure le dernier mot à l'Assemblée consistait à revenir sur cet engagement, alors là, effectivement, ce serait un sujet supplémentaire de mobilisation. Le combat, vous promettez le combat ce soir. Alors quel regard est-ce que vous portez, François Baroin, sur la gestion des 10 communes qui sont dirigées par le Front National? Les maires ne semblent pas avoir de problème quand on les écoute. Ils se félicitent plutôt, eux, de couper allègrement dans les budgets avec des économies partout. Alors, ils savent mieux s'y prendre ou quoi? Je ne sais pas, je ne regarde pas tellement ce qu'ils font. En réalité, ils ne sont pas membres de l'AMF. Ils sont interdits de l'AMF Non, pas du tout, mais je crois que ça ne les intéresse pas. Ils sont dans la dénonciation de l'institution, donc ce n'est pas le problème. Et sur vous avez noté à quel point l'opinion les suit localement, avec par exemple la réélection au premier tour. Vous avez vu ce qui s'est passé au Pontet dans le Vaucluse, le maire. 60% des voix. C'est un schéma assez classique. Vous observerez que dès qu'un tribunal administratif annule une élection, la plupart du temps, la personne qui a été invalidée a été confirmée, qu'il soit Front National ou pas. Pourquoi c'est pas signe d'alerte politique quand même pour vous, 60% au premier tour? Front National est un adversaire que nous combattons et nous continuerons de le combattre. Il y a des élus locaux qui doivent le combattre. On ne juge pas un élu sur un an. Un an, c'est rien. Vous n'avez même pas fait un budget, vous n'avez même pas un exercice. Donc il est incapable d'être jugé. On est jugé à la fin d'un premier mandat, d'un deuxième mandat, d'une histoire. C'est à la fin que les électeurs trancheront. Alors, on va évoquer maintenant avec Perrine Arnaud qui va nous rejoindre la situation économique et sociale du pays, avec bien sûr le nouveau rebond spectaculaire du chômage au mois d'avril. Les effets donc de la faible reprise se font attendre. Et vous nous annoncez qu'elle va être encore entamée l'année prochaine avec l'effet récessif qui pèse aujourd'hui sur les communes. Et bien donc du coup, le gouvernement a décidé de rajouter 100 000 emplois aidés. Quentin Calmet. Sont-ils la dernière carte du gouvernement dans la bataille contre le chômage? Les 100 000 emplois aidés annoncés viennent s'ajouter aux 445 000 déjà financés par l'État en 2015. Une mesure d'urgence sociale insuffisante pour la droite. Chaque fois, on assiste à des mesures qui sont un petit peu des mesures de rafistolage, de rustine, qui s'empilent les unes sur les autres. On n'y voit plus très bien ce qu'il en est et malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ces emplois aidés, subventionnés en partie par l'État, seraient même un contresens économique pour la droite. Pourtant, le gouvernement Fillon y a beaucoup eu recours en 2009. C'est l'entreprise qui peut créer des emplois. Ce n'est pas la puissance publique. Nous avons déjà des dispositifs extrêmement nombreux. Alors bon, les chiffres du chômage sont catastrophiques. Aussitôt, dans la précipitation, on vous annonce, 100 000 emplois aidés. Franchement, ce n'est absolument pas la solution. Ces mauvais chiffres pour l'emploi sèment la zizanie également dans les rangs du Parti socialiste. Pour son aile gauche, ces mauvaises statistiques étaient en fait prévisibles. Les mesures qui ont été prises au cours des dernières années ne sont pas des mesures qui ont nécessairement accompagné le développement de l'emploi. Elles ont été toutes tournées vers la baisse des cotisations sociales avec un impact forcément différé qui commence à se faire sentir mais qui est trop limité. Donc il faut aujourd'hui, on le réclame depuis longtemps d'ailleurs, on est nombreux à le penser, un soutien fort à l'investissement public pour soutenir par des dépenses d'avenir l'activité et donc créer de l'emploi.
Le Parti socialiste se raccroche à une prochaine série d'annonces spécialement ciblées sur les PME et la création d'entreprises, l'occasion d'un conseil des ministres spécial le 9 juin. Une des réponses conjoncturelles et rapides, ce sont les emplois aidés. Les emplois aidés, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique de lutte contre le chômage et pour une dynamique économique. Mais ça peut y contribuer. Donc c'est une bonne mesure, mais il faut attendre la semaine prochaine les annonces du Premier ministre. Certaines pistes, comme la réforme du contrat de travail, ont déjà été écartées. Selon Manuel Valls, les entreprises ont avant tout besoin de stabilité. Voilà, sur toutes ces questions économiques et sociales, nous accueillons Perrine Tarnaud. Bonsoir Perrine, vos questions à François Baroin. Bonsoir. Donc nouvelle forte hausse du chômage au mois d'avril, un chômage qui dépasse la barre des 3,5 millions de personnes en France. Est-ce que c'est l'échec qui symbolise le quinquennat? Ce serait injuste de faire porter sur ce seul gouvernement l'augmentation du chômage. Ce serait en revanche pertinent de dire que tout ce qui a été mis en œuvre depuis 3 ans n'a pas fonctionné. Au fond, le président de la République, il a été piégé par sa campagne. Il a fait une campagne anti-Sarkozy au nom de la remise en cause d'une politique dite d'austérité qui était simplement la coordination budgétaire de tous les pays membres de la zone euro. Il a fallu donc produire des efforts dans un calendrier. Il a bénéficié de phénomènes incroyablement chanceux, une modification de la politique de la Banque Centrale Européenne. Monsieur Draghi qui dit on va racheter les dettes des pays en difficulté. Il dit qu'il en est un peu à l'origine, lui, hein, vous l'avez entendu. Oui, alors l'origine de ça, on le sait. Monsieur Draghi était italien, il voulait pouvoir revenir en Italie. L'Italie allait être attaquée autour du 12 juillet par les marchés, et les taux d'intérêt italiens allaient monter à 8, 9, 10%, et donc ça aurait pété l'euro, et donc évidemment Monsieur Hollande n'y est strictement pour rien. Donc il n'a pas su saisir cette chance-là. C'était une chance incroyable. La deuxième chance, c'est que un peu par doctrine au mois de juillet, ils ont mis en juillet 2012, ont mis en place des textes qui ont corrigé ce que nous avions mis en œuvre sous la pression de la crise, mais qui pourrait être utile. Je pense à la TVA sociale. Le résultat, c'est qu'ils corrigent cette affaire, il met en place le CICE, mais avec un effet différé, et il augmente la TVA 1 an et demi après, qui a alourdi ou donné le sentiment d'un alourdissement de la fiscalité. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 2 ans, ce qui est absolument considérable. J'ajoute qu'il est difficilement compréhensible pour ceux qui aiment notre pays, ce qui est mon cas, et moi je ne souhaite qu'une chose, c'est que le chômage baisse et qu'il y ait une relance de l'activité économique, parce que ce sera bon pour les Français. Mais il n'est pas concevable de ne pas profiter de cette période incroyable, d'une baisse de l'euro, d'une inflation modérée mais qui tend à remonter, d'une baisse du pétrole, et qui crée des conditions exceptionnelles pour la France d'engager des réformes de structure. Et pourtant, ça ne marche pas. Et le gouvernement dit qu'aujourd'hui, tous les leviers sont utilisés pour lutter contre la hausse du chômage. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Elles ne sont pas faites parce que ceux qui créent de l'emploi sont les entreprises qui ont besoin évidemment de confiance. Regardez les chiffres de l'investissement étranger l'an dernier, il y a eu une chute dramatique. Là, il y a des intentions un peu plus poussées parce que l'environnement général de la zone euro est un peu plus positif. Certainement que le plancher d'1% présenté par le gouvernement à la fin de cette année sera atteint. Mais il faut bien voir que nous sommes dans un pays qui a une démographie vigoureuse. On a déjà 250 000 personnes à absorber avant même de traiter la question du chômage. Donc il faut qu'on ait au moins une croissance autour de 1,8, 2% pour commencer à créer de l'emploi. Et ce qui est évidemment très loin des prévisions et probablement difficilement atteignable. Donc qu'est-ce qui manque encore selon vous pour enrayer? C'est quoi, vous, vos solutions pour que l'emploi redémarre? La réforme de structure. Je pense qu'effectivement, il faut le faire en plus en réduisant la dette et en réduisant les déficits. Donc c'est un élément assez subtil et pour m'y être collé comme ministre du Budget et des Finances, c'est naviguer subtil, par voire impossible. Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais il faut une ligne, s'y tenir. Or, il y a eu des changements de ligne à 2 ou 3 reprises en 3 ans. Donc, c'est évidemment quelque chose qui crée de la défiance et qui ne permet pas de déclencher de l'investissement. Mais il y a clairement une question autour des retraites. Ça représente 30% des dépenses sociales. Il va bien falloir un jour assumer ce choix. Quel âge pour vous, l'âge de départ? C'est un minimum de 65 ans. La plupart des pays ont aligné sur 67 ans. Donc, on voit bien que c'est un débat qui est devant nous. Vous avez une question du coût du travail. Et moi, je suis favorable à une TVA sociale en tant que telle, qui fixe dans le marbre, presque de manière constitutionnelle, un cadre général d'un coût du travail. L'Espagne a rebondi pour partie économiquement parce qu'elle a baissé le coût unitaire de son travail de 6 à 7% en l'espace de quelques mois sous M. Rajoy. Le Portugal a rebondi un peu à un moment, aussi grâce à une baisse du coût unitaire du travail. Donc il y a cela. Il y a le cadre des 35 Macron heures. qui réfléchirait, lui, en France, à une piste, c'est un SMIC différencié, c'est-à-dire un SMIC plus flexible pour faire rentrer plus de monde sur le marché du travail. Est-ce que c'est une piste intéressante? Tout ce qui va dans le sens de la flexibilité, d'une plus grande liberté, non pas de licencier les gens, mais d'embaucher et d'adapter son niveau, son évolution d'embauche par rapport à l'évolution de son stock d'activité, de volume d'affaires, va dans la bonne direction. Mais là, on parle alors, je ne sais pas s'il pourra mettre en pratique son idée. Est-ce qu'il vaut mieux finalement un petit boulot, un peu moins bien payé, que pas de boulot du tout? Ce qu'on appelle un SMIC flexible, oui ou non, pour vous? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il vaut mieux un petit boulot. Oui, les Américains ont fait ça. Oui, les Britanniques ont fait ça. Oui, les Allemands font ça aussi. Alors après, il y a tout un discours dogmatique sur
sur le thème. Enfin, c'est indigne pour la Il y a société. une réalité sociale, Enfin, c'est tragique aussi. c'est une réalité sociale. Une réalité Vous sociale seriez pour prêt à ceux soutenir Emmanuel Macron s'il allait un petit peu plus loin sur cette idée? Vous savez, moi, j'avais accueilli plutôt positivement en son temps l'annonce du pacte de compétitivité. J'ai déploré ce calendrier qui a été gagé sur l'éternité, où il a fallu 1 an pour voir quelque chose venir. 1 an de plus perdu sur le plan économique. Vous avez une question aussi sur les travaux de notre prix Nobel d'économie, M. Jean Tirole, qui de surcroît est troyen. C'est pas parce qu'il est troyen qu'il a réfléchi, mais enfin, l'environnement général et Bon, peut-être... il a un préjugé quand même favorable de votre part. Hein. Oui, parce qu'il est très très aimé là-bas. Mais il a fait des travaux qui lui ont donné le prix Nobel pour une large part grâce à l'efficacité de sa démonstration mathématique sur l'évolution vers un contrat unique du travail, qui simplifierait beaucoup de choses et notamment qui nous permettrait de sortir par le haut de ce débat entre les CDD, les CDI, les petits boulots, etc. a dit Manuel Valls. Oui, je pense que c'est quelque chose qui lui permet d'adresser un message à sa majorité, mais c'est pas quelque chose qui, sur le plan économique, est de mon point de vue pertinent. Le gouvernement qui a préféré mettre sur la table 100 000 contrats aidés pour essayer d'enrayer cette hausse du chômage, ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est une rustine pour l'instant? Comme ministre du budget, j'ai été très défavorable et j'ai toujours plaidé. Pourtant, le gouvernement Fillon a beaucoup pratiqué aussi les en contrats 2009, aidés. En tout cas, moi j'étais ministre du budget en 2010 et je me suis battu et j'ai d'ailleurs plutôt obtenu gain de cause contre ce qui est une perfusion des emplois aidés. C'est le contribuable qui paye au lieu d'un acteur économique. Donc du coup, vous êtes d'accord avec François Fillon qui lui voudrait supprimer tous ces emplois aidés? Moi, je pense que c'est une très mauvaise méthode et une très mauvaise manière. Les contrats aidés? Les contrats aidés, je pense qu'au fond, ça ne sert pas à grand-chose. Et si en plus c'est pour accuser les maires derrière d'embaucher des gens parce qu'ils sont payés par l'État et ça augmente la charge des personnels, je crois qu'à un moment, il faudra aussi revisiter ce concept. Vous en utilisez, vous, à 3, non, des emplois aidés? On ne tire pas sur le Père Noël. Donc lorsque c'est Père Noël est là, alors, voilà, on en a fait, bien sûr. Il n'y a pas de schizophrénie de ce point de vue. C'est simplement une logique d'efficacité. Ça peut offrir sa chance de temps en temps. Mais malheureusement, souvent, c'est une trappe à pauvreté qui enferme les gens dans une impasse. François Hollande engagerait avant 2017 une réforme des impôts avec une retenue à la source. Est-ce que ça vous semble réalisable? Est-ce que c'est une bonne solution? C'est une technique, tout est sur la table. Personne n'a vraiment osé jusqu'à présent appuyer sur le bouton. Il y a eu un rapport Bébéar qui avait été très efficace là-dessus. Le ministre des Finances de l'époque, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, Thierry Breton, avait lui aussi engagé. Moi-même, je m'y étais engagé. Simplement, là, on voit bien l'absurdité de la démonstration, parce que, au fond, il a annoncé le prélèvement à la source pour un projet politique qui repose sur une fusion CSG, impôt sur le revenu. Nous sommes contre. Nous sommes contre cette fusion parce que la mauvaise monnaie va chasser la bonne. Alors le prélèvement à la source, c'est une technique. Alors il y a un problème culturel et fiscal chez nous, puisque vous savez que l'impôt est familialisé, de telle sorte que le prélèvement à la source fera que l'employeur aura connaissance de toute la situation, pas simplement de son salarié, mais aussi de la femme, ou du mari, du patrimoine, du ménage, etc. Et donc, donc ça, c'est dangereux. Pour toutes ces raisons? Pourquoi pas, mais d'ailleurs, ça n'est pas une réforme fiscale, c'est un élément technique qui pose des difficultés sur un exercice budgétaire à l'État, qui n'est pas insurmontable, mais qui pose plus des problèmes culturels. Et il faut protéger globalement l'accès à des informations, parce qu'au fond, que pourrait-il se passer? Un patron pourrait aussi se dire: je ne vais pas augmenter ce salarié parce que je sais que sa femme ou son mari a été augmenté, et puis ils ont un gros patrimoine, ils n'ont pas besoin d'argent supplémentaire. Donc on voit bien là que ça soulève plus de questions que le fait simplement d'appuyer sur un bouton. Au final, vous êtes plutôt contre, alors, pour ces raisons-là. Je pense que je pense que si on a toutes les garanties, mais c'est-à-dire qu'il faudrait en plus derrière, il faudrait fondre, parce que il faudrait fusionner la DGFiP et les URSSAF, de telle sorte qu'il y ait un contrôle sous l'autorité de l'État et pas sur un organisme indépendant, pour faire justement un contre-feu ou un pare-feu définitif sur la transmission d'informations qui ne doivent appartenir qu'à leurs propriétaires et aux administrations chargées de les contrôler. Dans un discours récent à Carcassonne, le président de la République a évoqué le temps de la redistribution qui serait venu, c'est-à-dire le dernier temps de son quinquennat. Est-ce que ça vous semble possible? Pas quand on a 2000 milliards. Et qu'est-ce qu'on pourrait redistribuer? Ça rappelle l'affaire de la cagnotte fiscale, quand Jospin, qui était déjà en situation déficitaire du pays, alors qu'il avait eu un rebond de croissance très très favorable, lui aussi, quelques mois après son arrivée. Il y avait eu un changement de parité entre le franc et le dollar à l'époque. Il y a eu le début du boom économique lié à la spéculation autour d'Internet et du développement de ces nouvelles technologies. Et quand on a une dette, il n'y a pas de cagnotte fiscale. Donc quand on a une dette, on produit un effort collectif pour réduire les dépenses,
pour mieux équilibrer la solidarité, c'est-à-dire protéger les plus démunis, mais en s'engageant de manière déterminée. C'est un contre-message par rapport à l'esprit de rigueur qui préside aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Dans la rigueur, il faut à tout prix chercher à atteindre l'objectif d'un déficit de 3% du PIB en 2017. Ça, c'est incontournable. Il y a déjà eu 4 ans de plus par rapport à ce que nous avions négocié. C'est considérable. C'est considérable. C'était un geste très très fort que l'Eurogroupe a fait à l'égard de la France, avec l'espoir qu'il y ait des réformes de structure. Donc il faut plutôt s'engager sur des réformes de structure qu'imaginer une redistribution qui doit, au fond, préserver les générations qui suivent. Dans ce contexte, est-ce que vous pensez que François Hollande est encore en position d'être candidat en 2017 ? Ça, je ne sais pas. C'est que je disais tout à l'heure, chaque vie a son secret. Et l'intimité d'un président de la République appartient aussi à celui il avait conditionné sa nouvelle candidature au niveau du chômage. On parle pas de son intimité, mais de sa réalité politique ou de son bilan. Oui, mais c'est une question qui appartient. Voilà, ça lui appartient. Et puis, c'est un président que je ne soutiens pas dans mon action parlementaire. Est-ce qu'il a fait des bonnes choses pour vous ? Est-ce que son bilan est en mesure de faire en sorte qu'il se représente ? Je ne suis pas le commentateur le plus pertinent. Je suis forcément subjectif. Je pense que vous êtes plus compétent que moi. Alors on va finir peut-être un mot sur la Grèce. Est-ce qu'il faut arriver à tout prix à un accord avec les Grecs, ou est-ce que ce serait finalement peut-être pas un drame pour nous s'ils sortaient de la zone euro ? Quelle est votre position aujourd'hui ? Ma position, c'est qu'on s'est beaucoup battu pour conserver la Grèce à l'intérieur de la zone euro. Et quand je dis on, essentiellement Nicolas Sarkozy, François Fillon, moi-même, dans nos négociations internationales. Il ne faut pas s'accrocher à cette période-là comme si c'était l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire pour la suite. On est beaucoup mieux armés aujourd'hui que nous ne l'étions à l'époque pour éventuellement gérer la situation d'une Grèce qui sortirait. Donc lorsque Christine Lagarde dit au nom du FMI ça ne remettrait pas en cause la situation de l'euro si d'aventure la Grèce sortait, je crois comme elle que nous avons beaucoup plus d'éléments, un pare-feu beaucoup plus solide qu'il y a 5 ou 6 ans. Après c'est le choix des Grecs, mais il est incontestable que si les Grecs veulent rester dans l'euro, ce qui est leur cas, et bien dans ce cas-là, il faut accepter ce que disent les créanciers. Les créanciers sont les contribuables européens qui prêtent de l'argent aux Grecs pour être au-dessus de la ligne de flottaison, mais ils doivent engager des réformes de structure. Est-ce que c'est possible ? Et est-ce que c'est compatible avec le programme de Tsipras ? Je dirais que la question au fond maintenant, et la réponse appartient aux Grecs. Je rappelle que M. Papandréou, l'un de ses prédécesseurs, était tombé dans une négociation au G20 à Cannes sous présidence française parce qu'il avait proposé un référendum sur le fait de savoir si oui ou non les Grecs acceptaient l'argent, et que Mme Merkel et le président français de l'époque, M. Sarkozy, avaient dit non, tu ne poses pas la question de savoir si vous acceptez l'argent de vos banquiers, tu poses la question de savoir si vous voulez ou non rester dans l'euro. Peut-être que cette prochaine étape est celle qui sera le rendez-vous des Grecs. Un mot encore sur la France. En cas d'alternance en 2017, de combien raisonnablement, selon vous, François Baroin, la droite pourrait-elle baisser les impôts des Français ? Je pense que c'est très prématuré de répondre à cette question parce qu'il faut savoir quelle sera... C'est bien dans le débat aujourd'hui. Oui, certains commencent à mettre des chiffres sur la table. Je pense que c'est très prématuré. De combien je pense que non, c'est prématuré, car pour ajuster un programme économique et fiscal, il faut savoir quelle est la situation qu'on aura à gérer en 2017. Parce qu'elle pourrait ne pas pouvoir les baisser. Quelles seront les recettes fiscales ? Tout dépendra vraiment du rythme de réduction de déficit. Je pense qu'on sera en dessous de 3%, mais il faudra aller, il faut se rapprocher. Il faut se rapprocher du zéro comme en Allemagne. Aujourd'hui, une baisse d'impôts. Vous dites que vous êtes dubitatif là. Je dis qu'il faut, si on veut gagner la présidentielle, il ne faut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Donc promettre une baisse d'impôts aujourd'hui est inadapté par rapport à la rédaction d'un programme présidentiel parce que c'est dans 2 ans et on est très loin de l'obstacle. Et ensuite, il ne faudra pas considérer que parce qu'on est en dessous de 3%, il faut s'arrêter là. Donc il faudra aller vers les 0%. 3% de déficit, ça représente 60 milliards. Moi je parle des impôts, la pression fiscale, François Baroin. Parce que tous les ténors des Républicains disent qu'il faut baisser les impôts. Vous dites non. Pas tous les ténors, comme vous dites. Vous avez un certain nombre de gens qui ont été en responsabilité, notamment ceux qui ont été à Bercy. Vous ? Moi, Éric Woerth, qui est en charge du projet. Il me semble Valérie Pécresse aussi est à peu près. Vous êtes peu nombreux. Et donc vous dites, là, vous, en votre nom. Et moi, je vais vous dire, je le dis avec d'autant plus de conviction que j'ai été le négociateur français sur cette affaire des 3%. Et on nous a vendu quelque chose qui était très difficile et qui ne s'est pas réalisé. C'est-à-dire quand on baisse un point de déficit, on assume un point de croissance en moins. Ça a été 1,6 à 7 points. Donc il faut tenir compte de l'effet récessif et il faut trouver le juste équilibre entre la baisse des dépenses et la baisse des impôts, sauf à remettre en cause le modèle social. Et c'est bien pour ça que je vous parlais des 65 ans pour la retraite, car quand vous montez à 65 ans pour la retraite, vous réglez 30%
de votre financement de la sécurité sociale, donc vous avez besoin de faire moins d'efforts, éventuellement sur d'autres parties de la fiscalité. Merci Perrine, merci. On va poursuivre avec la troisième partie de Preuve par 3, avec cette fois Guillaume Dodin de l'agence France Presse qui va nous rejoindre. Vous vous tenez, on le voit quand même, François Baroin, à distance des joutes, que la naissance des Républicains, semble-t-il, n'a pas fait disparaître au sein même de la droite. Néanmoins, vous devrez répondre dans un instant en homme libre, puisque vous vous présentez un homme libre, mais peut-être... Ils le sont tous. Oui, mais vous êtes peut-être trop prudent. Avant cela, voyons comment s'affrontent Nicolas Sarkozy, ça vous verrez. François Hollande et Nicolas Sarkozy s'affrontent sur le thème de la République et vous pourrez réagir. Louis Sibyl. La République, la République, la République française. François Hollande, Nicolas Sarkozy. Deux discours à quelques jours d'intervalle, à des moments forts, l'un au Panthéon, l'autre au congrès fondateur de son parti. Et deux conceptions de la chose publique. Une façon de tacler l'action de son adversaire. La gauche ne défend pas la République. Je les accuse à mon tour de caricaturer la République avec la théorie du genre, avec le pédagogisme, avec le « il est interdit d'interdire », avec le nivellement, avec l'égalitarisme. Il nous revient d'agir encore pour que la solidarité ne soit pas regardée comme de l'assistance, pour que les pauvres ne soient pas soupçonnés de vouloir le rester, et pour en finir avec la stigmatisation de l'échec. Si la République a un pilier, c'est celui de l'école. Elle est avant tout un facteur d'égalité pour François Hollande. Pour Nicolas Sarkozy, elle est davantage l'emblème de la méritocratie. C'est par l'école que la République reste fidèle à sa promesse. C'est par l'excellence qu'elle élève le plus grand nombre et qu'elle renforce le rayonnement du pays. La République apprend aux enfants que la réussite est la récompense du travail et de l'effort. Face à l'immigration, le président de la République parle d'intégration, Nicolas Sarkozy plutôt d'assimilation. Si l'intégration connaît des ratés, et il y en a, ce n'est pas la faute de la République, c'est faute de République. On est citoyen de la République française, parce qu'en plus d'habiter en France, parce qu'en plus d'avoir un emploi en France, on partage avec le peuple français une langue, une culture, une morale commune et un mode de vie. Parler de la République, c'est prendre de la hauteur. Une façon de se présenter comme le père de la nation pour François Hollande et de rassembler son parti pour Nicolas Sarkozy. Voilà, Guillaume Dodin de l'AFP nous a rejoint. Vos questions à François Baroin. Dans la République motive bien sûr l'engagement politique. Pour une large part, oui. Bonsoir Monsieur Baroin. Bonsoir. Donc, il y a eu des mots forts, on parlait de la République qui rassemblait, il y a aussi eu des mots forts de Nicolas Sarkozy sur les socialistes qui caricatureraient la République. Il a prononcé ces mots samedi lors du Congrès. Vous souscrivez à cette analyse qu'il fait D'abord, personnellement, je suis assez heureux. Parmi d'autres, j'ai inscrit mon action politique dans la filiation gaulliste et aux côtés de Jacques Chirac, et j'étais très attaché dans le RPR à cette référence à la République. Pourquoi ? Parce que nous sommes le mouvement gaulliste et nous sommes l'incarnation de l'évolution de ces mutations. Et notre devoir, plus qu'à tous les autres partis, c'est de défendre les institutions de la Ve République. Alors il y a le concept républicain issu de la déclaration du 26 août 1789 qui est un bien commun, et on ne peut que se féliciter d'entendre un ancien chef de l'État et un président de la République actuelle non seulement se revendiquer, mais réaffirmer leur attachement, parce qu'il y a aussi une pédagogie par le verbe de la compréhension de ce que signifient les valeurs de la République. Il faut aussi décliner ces valeurs et expliquer concrètement en quoi elles ont un sens aujourd'hui. On y viendra peut-être. Mais là, elles s'affrontent. Des valeurs qui s'affrontent. Oui, mais on va le faire de manière peut-être assez simple, si vous me le permettez. Enfin bref, pour conclure, c'est le devoir du mouvement gaulliste de défendre les institutions de la Ve République. Et cette Ve République est quand même largement secouée. Lorsque, par exemple, le pouvoir en place parle de proportionnel, c'est le rôle de la formation gaulliste de s'y opposer. Car lorsque le général de Gaulle a mis en place cette Ve République, c'était pour tourner le dos au régime des partis et pour avoir une majorité pour gouverner. Là, la proportionnelle, si d'aventure elle intervenait, ce serait un retour direct au régime des partis et au poids des partis. Le quinquennat a aussi renforcé... C'est une forme de souscription à cette analyse, si je comprends bien le raisonnement.
Alors ensuite, Même si ce n'est chacun pas a un ses argument mots. mis en avant par Nicolas Sarkozy, la proportionnelle, il évoque la théorie du genre. Alors ensuite, dans ces valeurs républicaines, et c'est ça qu'il va falloir développer à travers cette formation politique nouvellement baptisée, lorsque l'on parle de liberté, d'égalité ou de fraternité, bien sûr qu'on a des oppositions. La fraternité, c'est avec... pas le mot qui a été le plus mis en avant par Nicolas Sarkozy. Globalement, prenons une après les autres. Pour nous, la liberté est la règle, mais il n'y a pas de liberté sans règle. Voilà. Là où on a un affrontement encore assez fort avec le Parti socialiste, c'est sur la notion d'égalité. La République offre une notion d'égalité en droit. C'est son devoir d'offrir les mêmes droits. Beaucoup à gauche sont encore animés par une vision d'égalité réelle. Lorsque Nicolas Sarkozy parle de nivellement par le bas, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire un désaccord de l'interprétation de ce que signifie la République dans l'offrande de la notion d'égalité. Lorsque l'on parle de fraternité, quelle est la déclinaison concrète? Ce sont les politiques sociales. La fraternité aujourd'hui, c'est des sujets qui font aussi débat au sein même des nouveaux républicains. On a des désaccords entre la gauche et la droite autour de la politique sociale. Et entre la droite sociale. et la droite aussi. Il y a naturellement des débats. Alors, ce sont des débats qui prennent des formes qui peuvent être individualisées avec des écuries. Le drame, c'est aussi le quinquennat qui lance une présidentielle beaucoup trop tôt. C'est pour ça que je ne répondrai pas à vos questions sur qui, quoi, comment, où. On est très largement prématuré sur le calendrier. Mais travaillons d'abord sur le fond. Mais par exemple, à propos de l'égalité, par exemple, il y a un débat aujourd'hui sur les bourses au mérite. Pour les bacheliers, boursiers, le gouvernement décide de baisser cette somme de moitié. Ça, vous le condamnez fortement. C'est typiquement le genre de choses qui fait partie presque d'arbitrage budgétaire un peu comptable. Un maire pourra, par exemple, aussi diminuer l'attribution de bourses à des étudiants, tout simplement pour des questions comptables. Donc on voit bien qu'il y a un environnement général qui fait qu'une mesure n'est pas forcément dogmatique, même si on peut donner une interprétation dogmatique, mais je veux croire que dans les logiques d'économie, certains techniciens peuvent proposer à des ministres de dire on va baisser, et puis après ça devient un sujet. La réforme, elle, si vous parlez de la réforme du collège dans son ensemble, elle est plus inspirée d'une logique effectivement qui continue le sillage au fond d'une forme de nivellement. Donc nous n'avons pas encore eu ce type de débat, mais nous l'aurons au moment de la présidentielle, c'est incontestable. Vous parliez du quinquennat justement comme un élément qui crée des écuries, qui crée, voilà, même au sein de votre camp, des choses comme ça. Est-ce que la primaire, justement, que la primaire à laquelle vont avoir recours les Républicains, est-ce que c'est pas un de ces éléments? Est-ce que ça ne crée pas une course à la proposition? On parlait tout à l'heure des 100 milliards d'euros dont a parlé Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que ce n'est pas un risque? Sûrement, bien sûr qu'il y a un risque. Je ne sais pas si on arrivera à le contenir d'ailleurs. Il faudra vraiment être très solide et avoir beaucoup de sang-froid. C'est une expérience qui est hasardeuse. C'est-à-dire qu'il faut voir là aussi, moi je pense qu'en toute chose, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles, d'où ça vient et vers où on va. Les primaires, c'est pas dans la culture de la droite. Les primaires, il faut quand même le rappeler, ça a été mis en place dans les statuts pour éviter l'éclatement de l'UMP après le fracassement de l'élection interne qui a vu s'affronter Jean-François Copé et le Premier ministre Fillon. Donc c'était pas un projet, c'est pas du tout dans notre culture. Mais pas du tout. Une solution, donc ça a été mis en place, c'est une culture de gauche. Donc aujourd'hui, je crois que le comité des primaires a bien travaillé, a défini un cadre, mais on va forcément essuyer les plâtres de quelque chose de tout à fait nouveau. Et on voit bien les débats qui vont s'organiser autour du corps électoral, etc. Donc franchement, travaillons bien. Vous n'êtes pas emballé, en profondeur. Pas emballé vous par les aviez primaires. exprimé une position en interne sur le sujet. Vous êtes membre du bureau politique. Mais là encore, compte tenu des circonstances de l'UMP à l'époque, puisqu'on voulait éviter l'éclatement et que surtout on évite d'offrir au Front National un triomphe annoncé dans toutes les élections, parce qu'on a besoin d'une formation gaulliste forte et on a besoin d'un parti de droite et du centre puissant pour être sûr de garantir que nos candidats seront présents au second tour, il fallait éviter cela. Vous l'avez accepté comme un petit aller. Ça a été une solution par défaut, ça n'était pas un projet politique. D'accord. Certains, ça l'était. M. Balladur a porté ce projet en son temps. Même Charles Pasqua, je crois, dans les années 80. L'ont fait. Certains y ont toujours cru. Mais ça n'a jamais vraiment été dans notre culture. Mais maintenant, ce débat est derrière nous. Il y a les primaires, il faut qu'elles fonctionnent. Et bien. D'accord. Et justement, les rivalités s'aiguisent déjà. On a vu sur ce premier congrès qui se voulait être vraiment le sommet de l'unité dès le lancement, des sifflets contre François Fillon, surtout contre Alain Juppé. Vous interprétez ça comment? Franchement, c'est marginal. C'est marginal et ça n'a pas en soi beaucoup d'importance à part le retentissement médiatique que ça a eu. Mais vous avez une salle de 10 000, 15 000 personnes. Voilà, c'est pas bien de se comporter comme ça dans une famille. On est une famille, il y a d'autres moyens de faire entendre ses encouragements ou ses reproches que de siffler dans une salle. Voilà, ça ne se fait pas. Parmi les moyens que vous imaginez justement pour
émettre des encouragements, des reproches, même des propositions. Vous avez parlé hier de propositions que vous vouliez faire d'ici 2016. Non, mais ça, il est évident que la bonne fenêtre de tir pour formuler des propositions et ensuite irriguer de manière assez vertueuse dans la société française qui semble aller dans la bonne direction, parce qu'il ne faut pas que la campagne de 2017 soit une campagne de dupes. On ne peut pas faire, je le dis franchement, ce que François Hollande a fait, massacrer un président sortant pour obtenir une majorité de rencontres et sortir le sortant. Ça ne peut pas être un projet politique. C'est quoi la méthode en tout alors cas, ça ne peut pas. Ce que fait François Fillon, c'est-à-dire borne par borne, on pose thème par thème. Mais vous personnalisez, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui réfléchissent. Par exemple. Et moi, mon engagement aujourd'hui, il est à 100% au service de ma commune et au service de l'honneur qui est le mien d'être le président des maires de France pour défendre ce à quoi je crois. Je ne m'engagerai sur aucun autre sujet pour aucune personne. J'apporterai ma contribution et je verrai ensuite la forme de cet engagement. Mais nous devrons tous nous mettre autour de la table pour définir au moins un programme cohérent et harmonisé sur ce qu'il faut faire, au moins sur le plan économique, budgétaire et fiscal. Vous ferez voyez vos bien les questions que propositions. vous m'avez posées. Oui. C'est 120 milliards par-ci, c'est 100 milliards par-là, c'est voilà. Il va bien falloir. Mais vous ferez vos travailler. propositions ou vous jugerez celles des candidats à la primaire? Je ferai mes propositions, j'essaierai de faire en sorte qu'elles soient le plus largement répandues et je verrai en fonction du paysage à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin du premier semestre de l'année prochaine, c'est-à-dire dans un an, qui sera le mieux à même d'incarner, de mon point de vue, ce que l'on attend d'un président de la République. Mais ça veut dire, parce que vous disiez déjà hier, vous réfléchiriez à votre engagement aux côtés de celui ou celle qui portera le projet le plus intéressant. Ça veut dire que d'ores et déjà, c'est exclu que vous puissiez porter le projet le plus intéressant? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je considère que pour ma génération, la question de la présidentielle, on parle de la France, hein, on parle juste de la 5e ou 6e puissance mondiale. Moi je suis un Chiracien, j'ai beaucoup appris de Jacques Chirac en politique. Il faut 20 à 30 ans pour faire un homme d'État, pour diriger un pays comme le nôtre. 20 à 30 ans, il faut une très solide expérience. On a la chance à droite, dans toutes les tranches d'âge, d'avoir des gens qui ont une solide expérience. Mais une solide expérience pour faire des bons ministres, c'est une chose. Une solide expérience pour faire des premiers ministres, en est une autre. Une solide expérience pour faire un président de la République, c'est encore autre chose. C'est des propos pleins d'humilité que vous tenez là, François Baroin. Parce que j'ai eu la chance, moi j'ai été 5 fois ministre, j'ai exercé des responsabilités importantes et dans des contextes difficiles. Il y a une très grande différence, de mon point de vue, entre Premier ministre et Président de la République. Parce que la charge est différente. Et sur ce paysage-là, vous n'en avez pas 3 ou 4. Peut-être que vous en avez 1 ou 2. C'est déjà bien. C'est déjà bien pour 2017. Les propositions que vous voulez faire, vous voulez irriguer le débat, vous avez dit, c'est des propositions uniquement économiques ou ça sera vraiment plus large? Moi, mon énergie, elle va être mise au service non pas d'une défense repliée sur elle-même des intérêts des collectivités locales. Je veux vraiment obtenir un mouvement de l'État sur cette question de l'investissement public. Et sur cette base-là, une fois qu'on aura fait cela, le temps de la campagne se rapprochera et ensuite on passera dans un second mouvement. Mais je veux consacrer ces 15 mois utiles dans la mission qui est la mienne pour faire entendre, aujourd'hui prêcher dans le désert, mais vous verrez l'année prochaine, je suis prêt à mettre un billet sur la table, qu'il y aura un mouvement de l'État parce que la situation sur l'investissement public, ce sera intenable. Le reste, après, on aura l'occasion de se revoir. D'accord. Et vous disiez tout à l'heure que donc vous vouliez faire... vous souhaitiez qu'il y ait un projet global des Républicains qui soit fait, en tout cas sur l'économie, sur les questions économiques d'ici à... Moi, je pense que... Parce que c'est un débat, ça, dans votre formation. Oui, mais on voit bien le spectacle que ça va donner. Enfin, on a compris que vous voulez jouer le rôle de garde-fou, hein? Je sais pas, enfin, ça vous trouverez le mot et je n'ai pas encore complètement décidé ce que je ferai précisément. Mais en tout cas, attention aux irresponsables. Mais en tout cas, ça c'est sûr. Hein? Chez vous, dans votre camp. Ça c'est sûr. Mais quand on voit qu'avec 2 candidats à la présidence du parti, on a failli mourir, si on a 5, 6, 7 candidats et qu'on s'amuse à partir les uns et les autres avec nos idées, mais le spectacle qui sera donné avec aucune culture de ce débat de primaire, alors qu'on a plutôt une culture de chef d'une équipe, d'un projet, et ensuite on est derrière celui qui tient le parti, attention danger. Donc il va falloir quand même cadrer bien tout ça. Ouais. Mais vous pouvez comprendre peut-être que... Enfin, on peut imaginer qu'il y a un ancien président, 2 anciens premiers ministres en lice. Peut-être que les personnes de votre génération, notamment, ont envie de dire... il y a de la place, peut-être que c'est le moment pour eux aussi de moi j'étais candidat à 10 élections, en général j'essaie d'être candidat où j'estime avoir au moins une chance sur 2 d'être élu. Voilà, là je pense que... Donc vous attendrez, patience. Jacques Chirac vous a appris la patience aussi. La patience, et puis le sentiment d'utilité et la défense de cause, la défense de l'intérêt général au fond. Merci, merci Guillaume Dodin, merci François Baroin. Merci à vous. Et merci à tous, à très vite. La semaine prochaine, notre invité sera Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement et le ministre de l'Agriculture.